Bonjour à tous. Alors, je me suis aperçu que j'ai jamais fait de vidéo sur le Big Bang et sur la création de l'univers et sur la création des galaxies, des étoiles, des planètes, bref, de comment se forment ces grands ensembles et à partir de quoi surtout. Alors en fait, il y a deux questions auxquelles on ne pourra jamais répondre, c'est d'où vient l'univers et a-t-il un début et a-t-il une fin? Voilà, ça, je pense que c'est au-delà de notre capacité de compréhension, pour la simple et bonne raison que nous n'étudions que l'univers physique, c'est-à-dire celui de notre dimension dans laquelle nous vivons, le cosmos, et nous n'étudions absolument pas les autres dimensions, donc nous ne pouvons pas avoir une vue d'ensemble sur tous les plans d'existence, les plans de création, et donc automatiquement on n'a pas de vue d'ensemble de l'univers en réalité tel qu'il est réellement. C'est très simple pour imager un petit peu, si vous voulez un petit peu tout ça. Si vous prenez par exemple une molécule d'eau, la plus simple et la plus élémentaire, H2O, deux atomes d'hydrogène, et un atome d'oxygène, d'accord? Donc, lorsque vous faites passer cette molécule au degré 0 Celsius, ça se met à geler, vous êtes d'accord avec moi? Donc, on a une molécule d'eau qui, quand elle est sur le plan physique, c'est-à-dire physique solide, si vous prenez deux glaçons dans votre réfrigérateur et que ces molécules veulent se mêler l'une à l'autre, ou par exemple qu'une molécule d'eau qui est dans votre réfrigérateur voudrait aller de Saint-Nazaire à New York, par exemple, elle ne le pourrait pas. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que les molécules d'eau qui sont contenues dans la glace, c'est-à-dire à l'état solide, ne peuvent pas se déplacer. Vous êtes d'accord avec moi? Elles sont figées dans la glace, à l'état solide. Si jamais on réchauffe et on fait fondre ces blocs de glace, les molécules d'eau contenues à l'intérieur vont se mêler les unes aux autres. Et à ce moment-là, si vous jetez cette eau dans l'océan Atlantique, elles vont pouvoir aller de Saint-Nazaire à New York, vous comprenez? Donc elle est passée de l'état solide à l'état liquide, mais c'est la même molécule. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Eh bien, c'est un petit peu comme ça qu'on décrit, en occultisme, on va décrire l'univers, si vous voulez, que nous étudions. Nos scientifiques n'étudient que l'univers à l'état solide, si je puis dire, même si, bien entendu, il étudie les plans gazeux, évidemment, les rayons cosmiques, etc. Mais quand même, c'est une image, si vous voulez. La science ne s'intéresse vraiment qu'à l'état le plus grossier de la création, qui est celui qui est visible par nos yeux physiques et par nos instruments de mesure, et nous ne voyons pas loin, nous ne voyons pas haut, loin de là. Si vous prenez le spectre de la lumière, cosmique, c'est-à-dire qui va d'un point à un autre, c'est-à-dire de l'infrarouge jusqu'aux rayons cosmiques les plus élevés, si on prend de l'infrarouge ici jusqu'au rayon cosmique le plus élevé, nous ne voyons que cette toute petite partie de lumière. C'est tout ce qui est visible à nos yeux. Il y a ça, c'est tout. Nous ne voyons pas ce qu'il y a avant, nous ne voyons pas ce qu'il y a après. C'est juste pour vous dire que nous ne voyons qu'une partie infime de l'univers et qu'il nous faut des instruments pour pouvoir voir le reste. C'est grâce à ces instruments qu'on a pu voir que nous étions dans une galaxie, parce que cette galaxie, le centre de cette galaxie nous est masqué à notre vue par les poussières, par la poussière, par les gaz qui sont nombreux et qui séparent les étoiles les unes des autres. Et on ne peut pas voir de chez nous, même s'il fait un superbe ciel très clair et très dégagé, on ne peut pas voir le centre de la galaxie, c'est impossible. Avec des appareils justement qui permettent de voir l'infrarouge, on a pu se rendre compte que nous étions dans un ensemble, et cet ensemble se nomme une galaxie qui contient environ 200 milliards, notre galaxie à nous contient 200 milliards de soleils, dont certains sont bien plus gros que notre soleil, et certainement des milliards de systèmes solaires avec des planètes, et certainement habités. Donc
On a certainement des millions et des millions de systèmes solaires habités. Hein. Voilà. Donc, nous ne voyons rien et notre science n'étudie qu'une partie infime de l'univers. Pourquoi je dis ça? Parce que la théorie du Big Bang, qui est la théorie la plus répandue sur la création de l'univers, à savoir qu'à la base, l'univers était contracté complètement, hein, puisqu'aujourd'hui on sait qu'il est en expansion, hein, que les galaxies s'éloignent les unes des autres et qu'on ne sait pas jusqu'où ça va aller comme ça. On suppose que puisqu'elles s'éloignent, à un moment donné, elles étaient rapprochées et il y avait donc une seule et unique boule de matière toute petite et que cette boule de matière a explosé, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Ça, c'est le Big Bang. Est-ce une théorie qui tient la route? Tous les scientifiques ne sont pas d'accord avec cette théorie, y compris Rowling, celui qui a été, je crois, l'un des premiers à avoir sorti cette théorie. Lui-même revient sur ce qu'il a dit. En réalité, je pense que nous n'aurons jamais la réponse à cette question. Par contre, alors voilà, il y a une chose, pour terminer avec la métaphore du gaz, de la molécule d'eau. Donc les molécules d'eau à l'état solide, deux glaçons dans un réfrigérateur ne peuvent pas, les molécules d'eau contenues dans un glaçon ne peuvent pas aller toucher les molécules d'eau contenues dans un autre glaçon. On est d'accord que sur le plan physique, les molécules sont séparées, sont dans la séparativité. Hein. Quand on fond et qu'on fait passer ces molécules d'eau de l'état solide à l'état liquide, elles vont se mêler l'une à l'autre et vont pouvoir se mélanger avec d'autres millions de molécules d'eau qui sont disséminées dans les lacs, les océans, etc. etc. Vous êtes d'accord avec moi? Si on chauffe encore, c'est-à-dire vous savez on fait passer on fait changer d'état vibratoire, hein, c'est en chauffant, hein, donc en faisant monter la température et donc les vibrations, que l'on fait changer d'état une molécule. Elle va passer du plan physique du plan solide au plan liquide, puis au plan gazeux, puisque je continue avec l'exemple de la molécule d'eau. Si on continue à chauffer une molécule d'eau liquide, hein, qu'est-ce qui va se passer? Elle va s'évaporer, ça va donner de la vapeur d'eau, vous êtes d'accord avec moi? Et à ce moment-là, cette molécule d'eau va pouvoir aller non seulement se balader encore plus loin que quand elle était limitée dans son état liquide, c'est-à-dire limitée dans les océans, les mers, les lacs, les fleuves, elle va pouvoir maintenant se balader sur toute la surface de la planète bien plus rapidement, puisqu'elle est passée dans les nuages. Et c'est toujours la même molécule d'eau, vous êtes d'accord avec moi? Elle est passée à l'état gazeux. C'est exactement ce qui se passe avec l'être humain. Nous sommes aussi des êtres multidimensionnels. En réalité, nous changeons d'état, nous aussi, et nous avons en nous-mêmes la capacité de pouvoir voyager dans plusieurs plans différents. Hein. Nous vivons dans un corps physique sur le plan physique, nous avons des émotions sur le plan des émotions, et nous avons un corps émotionnel qui correspond au plan des émotions, et nous avons des idées sur le plan des idées, qui est le plan du mental, et nous avons un corps mental qui est à l'intérieur. Hein, le corps émotionnel est à l'intérieur du corps physique et le corps mental est à l'intérieur du corps émotionnel, comme un système de poupée russe. Hein. Donc, nous sommes des êtres multidimensionnels, nous vivons sur plusieurs dimensions en même temps. Notre ego ne comprend que les trois dimensions que je viens de citer, physique, émotionnel, mental inférieur, d'accord? Mais nous sommes aussi des âmes, hein, nous avons aussi un moi supérieur créateur, qui est l'âme, et qui est également triple, qui a également une triplicité, qui vit lui-même, l'âme vit elle-même sur trois autres plans d'existence, hein, et elle est reliée à nous, à notre ego, à notre corps, à nos corps physiques, émotionnels et mentaux. Elle est reliée à nous par la corde qu'on appelle la cordelette d'argent. Hein. Et quand l'âme décide de cesser l'incarnation physique par un ego, elle coupe la cordelette d'argent, et votre cœur s'arrête de battre, et c'est la mort, hein, voilà. Et vous continuez à vivre en conscience sur d'autres plans d'existence. C'est pas parce que vous quittez le plan physique que vous n'avez plus de conscience, et que vous êtes définitivement rayé de la carte. Non, vous continuez à être en conscience, dans votre corps de transit qui est le corps émotionnel, qui va vous servir de transit parce que vous allez passer par le plan émotionnel pour aller dans les plans mentaux subtils et rejoindre votre âme. Donc, cela se déroule par étapes, hein, vous savez, hein, il y a ce qu'on appelle le purgatoire, enfin ça j'en ai parlé sur la vidéo sur la mort, j'ai pas envie de revenir là-dessus. Donc, nous sommes des êtres multidimensionnels, et l'univers bien entendu l'est aussi, hein, vous comprenez bien, voilà. C'est pour ça que, parce que j'ai regardé
bon, j'adore Alexandre Astier, hein, je suis un grand fan d'Alexandre Astier, je trouve que c'est vraiment un génie, hein, je lui rends hommage. Et il a fait un spectacle récemment qui est très très bien, qui s'appelle l'Exoconférence, que je vous conseille à tous, je fais un petit peu de publicité. Mais je ne suis pas d'accord avec lui parce que il est allé voir les scientifiques, il est allé voir beaucoup de scientifiques, il a fait un gros travail de recherche. Et il relate dans son spectacle que les recherches scientifiques, qui n'étudient que l'univers physique. Donc évidemment, il dit que les voyages spatiaux, les extraterrestres ne peuvent pas venir nous visiter, nous rendre visite, même d'autres systèmes solaires, même proches, à 5, 15, 30 années-lumière, parce qu'on y mettrait un demi-millénaire pour venir. Oui, c'est sûr. Si on prend en considération qu'ils voyagent par l'univers physique, par le cosmos, en 3e dimension, ils mettraient un demi-millénaire pour venir, effectivement. Hein? Mais si on prend en considération qu'ils changent d'état, comme la molécule d'eau, c'est-à-dire qu'ils passent à l'état gazeux, vont beaucoup plus vite. Hein? Leur vitesse est multipliée par X milliers. Et donc à ce moment-là, les distances sont considérablement réduites. De la même sorte que pour 2 molécules d'eau qui sont contenues dans 2 glaçons, vont mettre un temps considérable pour se rencontrer, voire jamais, hein, alors que les mêmes molécules d'eau à l'état gazeux, dans les nuages, vont se rencontrer instantanément et vont rencontrer d'autres millions et milliards de molécules d'eau qui sont contenues dans le nuage, qui vont se mêler à d'autres nuages qui viennent de l'autre côté de la planète en quasiment une fraction de seconde, en 1 jour, 2 jours, alors que c'est impossible à l'état solide. Eh bien, c'est comme ça que font les extraterrestres, ils ont cette technologie qui leur permet de changer d'état. Hein, ils passent donc d'une dimension à une autre, si vous préférez. Hein. Parce que déjà, quand une molécule d'eau passe à l'état gazeux, elle devient invisible à nos yeux. Nous ne la reconnaissons que parce que scientifiquement, nous avons prouvé son existence en laboratoire. Mais est-ce que vous voyez les molécules d'eau devant vos yeux? À part dans les nuages, quand elles sont bien sûr. Mais sinon, vous ne voyez pas que dans vos yeux, il y a des molécules d'hydrogène qui passent et des molécules d'oxygène. On ne les voit pas. On est déjà sur un plan différent déjà. Le plan gazeux est déjà un plan qui échappe à nos perceptions sensorielles déjà. Alors imaginez le plan émotionnel, imaginez les plans vitaux, l'énergie vitale. Cette énergie vitale qui est justement la matière noire que croient avoir découvert les scientifiques, qui n'est ni plus ni moins que l'énergie éthérique, l'éther, hein, dont parlait déjà Platon et qu'on a pris pour des idiots en découvrant la science. Non, cette lumière noire ou matière noire, ou cette énergie noire qui est présente justement dans le cosmos, est justement cet éther, cette énergie éthérique, cette énergie vitale. Hein. Un jour, la science reconnaîtra ça. Sans énergie vitale et sans vitalisation, la matière physique n'est rien. C'est une matière inerte. Hein. C'est même une matière inorganisée et une énergie latente qui est là et qui ne s'organise pas. Alors, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que le hasard est vraiment omniprésent dans la création de l'univers pour les scientifiques. Hein, c'est le hasard qui fait que les atomes s'agglutinent les uns les autres, les molécules s'agglutinent, et puis il y a une protoplanète, une proto-étoile, une proto-galaxie, etc. Pour eux, c'est le hasard, tout ça. C'est un grand mélange de matière qui se fait, et puis les galaxies se mettent à tourner en spirale, et puis les étoiles se mettent à tourner sur elles-mêmes par hasard, et les planètes aussi tournent sur elles-mêmes par hasard. Non, justement, il y a une grande méconnaissance là, chez les scientifiques, et je ne les prends pas de haut en disant ça. J'invite tout le monde justement à venir étudier un petit peu la science occulte, hein, l'occultisme. En occultisme, il y a des principes, comme la gravité, on en parle déjà dans l'occultisme. Mais on considère que la mise en mouvement rotatoire, hein, il y a une mise en mouvement rotatoire dans l'univers et dans la création. Quand une planète tourne sur elle-même à un rythme tout à fait régulier et ininterrompu, il n'y a pas de raison à ça. Quelle est la raison à ça? Quelle est la raison scientifique qu'une planète tourne sur elle-même, qu'une étoile tourne sur elle-même, qu'une galaxie tourne sur elle-même? Pourquoi elle tourne? Pourquoi elle tourne? Et pourquoi les planètes mortes ne tournent plus sur elles-mêmes? La Lune, par exemple, elle tourne. Alors vous allez me dire, voilà, il ne comprend rien, la Lune tourne sur elle-même. Oui, elle tourne sur elle-même, c'est vrai. Elle tourne sur elle-même, elle fait elle fait une révolution lunaire, c'est-à-dire elle tourne sur elle-même, elle fait
une fois le tour, elle fait une rotation, voilà ce que je veux dire, au même rythme qu'elle tourne autour de nous, c'est-à-dire en 28 jours et quart. Bon. C'est-à-dire qu'en 28 jours et quart, elle tourne autour de la Terre, mais en même temps, elle tourne aussi sur elle-même. C'est-à-dire qu'elle est parfaitement synchronisée avec son orbite, hein, donc terrestre. Donc, nous ne voyons en fait toujours que la même face, parce que la Lune tourne sur elle-même à la même vitesse, au même rythme qu'elle fait sa révolution terrestre. Alors, c'est un hasard extraordinaire. Bon, c'est pas un cas unique hein, dans le système solaire, je crois. Et c'est quand même bien foutu, parce que ça fait qu'on ne voit jamais la face cachée de la Lune. Jamais. Voilà. Mais la Lune tourne quand même beaucoup plus lentement que la Terre, on peut le dire, hein, parce que la vie l'a abandonnée. C'est une planète morte. C'est une planète justement qui, comme elle n'a plus de corps vital et qu'elle n'est plus vitalisée, elle se décompose. Hein. Donc tout ce qui n'est pas vitalisé dans le plan matériel, dans le plan physique et dans le plan matériel, se décompose. Ce qui nous invite à penser que la matière non vitalisée, c'est-à-dire qui ne contient pas une vie, n'est que de la matière inerte en décomposition. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une planète naît, la naissance d'une planète ou d'une étoile ou d'une galaxie, il y a vitalisation. Qui dit vitalisation dit vie. Qui dit vie dit intelligence créatrice. Qui dit intelligence créatrice dit conscience. D'accord? Et à partir de là, s'il y a une conscience, c'est cette conscience qui va donner l'impulsion du mouvement rotatoire qui est obligatoire dans la création de l'univers. Ce mouvement rotatoire est un mouvement qui va justement créer cette gravité nécessaire à l'attraction des atomes et des molécules pour former et agglutiner les molécules entre elles et former hein, de manière intelligente. C'est pas du tout du hasard tout ça en occultisme. Hein. On considère en occultisme qu'il y a une intelligence créatrice qui vitalise la matière inerte, la matière inorganisée et inerte latente dans le cosmos. D'un coup, une conscience qui vient d'une dimension supérieure, alors qu'on peut appeler Dieu, qu'on appelle Dieu même la plupart du temps. Hein. Quand on voit le nombre de galaxies qu'il y a dans l'univers, on peut dire qu'il y a un nombre incalculable de dieux à ce moment-là. On pourrait même dire au final que toutes les galaxies mises ensemble sont peut-être des cellules d'un corps dont on ne peut pas avoir la vue d'ensemble, on est trop petit, et peut-être que finalement on est à l'intérieur d'un géant dont les galaxies sont simplement des cellules. Hein, et les systèmes planétaires seraient juste des molécules, et les étoiles des atomes, pourquoi pas, et les planètes des neutrons et des protons, vous voyez? On pourrait penser ça. Moi, c'est comme ça que je vois l'univers, en tout cas. Pour moi, nous sommes à l'intérieur d'un très grand être. Hein. Nous ne pouvons pas voir cet être parce que nous sommes dedans. Tout comme, par exemple, un globule rouge à l'intérieur de vous ne peut pas voir qui vous êtes. Il fait partie de votre microcosme. Hein. Vous avez tout un univers à l'intérieur de vous et des myriades de cellules et d'atomes qui vous composent ne peuvent pas voir qui vous êtes. Pour elles, vous êtes Dieu. Elles vous conçoivent ainsi, peut-être si elles ont une conscience. Mais elles ne peuvent absolument pas avoir une vue d'ensemble, ne pas savoir qui vous êtes. Hein. Peut-être que nous sommes à l'intérieur d'un être géant. Voilà. Je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses. Toutefois, la création d'un univers, la création d'une galaxie, vient d'une conscience, donc qui vient de plans de dimensions supérieures, de dimensions créatrices, qui décide de s'incarner et de prendre un corps de manifestation, un corps physique, dans donc l'univers physique. Donc quand une conscience décide de s'incarner physiquement, une conscience cosmique, on appelle ça une conscience cosmique, elle crée, par sa volonté créatrice, un mouvement rotatoire en spirale, hein, qu'on appelle, qui va créer donc un champ gravitationnel et qui va attirer, au milieu de ce maelstrom, en fait, si vous voulez, cette gravité va attirer donc la matière, puis des myriades d'intelligences créatrices vont organiser intelligemment cette matière pour créer des mondes parfaitement organisés. Parce que quand on étudie la nature, par exemple, de la Terre, on s'aperçoit que la nature fait bien les choses, mais que le hasard fait bien les choses aussi, parce qu'on s'aperçoit que tout est parfaitement organisé et parfaitement à sa place.
que ce soit les insectes, les animaux, le règne végétal, tout est parfaitement organisé, tout s'organise parfaitement. Quand l'homme ne vient pas y foutre le bordel en déforestant ou en polluant en tuant tout ce qui existe, le système de la nature planétaire est absolument prodigieux. Et notre corps physique, à nous, est également quelque chose de prodigieux, on est d'accord? Donc, tout ceci n'est pas un hasard, c'est le fruit de conscience créatrice, intelligente, qui crée et qui utilise de manière intelligente la matière inerte, latente, dans notre univers tangible. Hein? C'est là où je ne suis pas d'accord avec les scientifiques, parce qu'il n'y a pas de hasard. Pour les occultistes, il n'y a pas de hasard. Pour les occultistes, l'énergie suit la pensée, qui est créatrice. Enfin, je reprends à zéro. La matière suit l'énergie suit la pensée qui est créatrice, et la pensée suit la conscience. Un être conscient émet des pensées, cette pensée va utiliser de l'énergie pour créer quelque chose de matériel intelligemment formé. J'ai déjà donné cet exemple dans une autre vidéo, mais si vous désirez construire une maison, vous allez avoir la conscience, vous allez imaginer votre maison, vous allez donc utiliser l'imagination créatrice, donc le mental supérieur, vous allez savoir combien de matériaux il va vous falloir, combien de main-d'œuvre, donc l'énergie qu'il va falloir dépenser pour ça. Vous allez donc faire les plans l'archétype de votre maison, donc l'architecture, et puis vous allez concevoir en conscience, vous allez dire voilà, je veux créer telle chose. C'est une volonté consciente, créatrice, qui utilise le mental supérieur, puis donc la pensée va dire voilà, tel maçon va faire ça, tel maçon va faire ça, tel maçon va faire ci, hein, on va créer les fondations, on va faire ça, et on organise la matière, et on utilise des matériaux inertes que nous allons mettre les uns sur les autres, que nous allons faire, et nous allons créer un ensemble qui à la fin va donner quelque chose de parfaitement intelligemment organisé. Une maison. La nature fait exactement la même chose. Ça nous paraît peut-être moins évident, mais si vous étudiez les cristaux, vous voyez que les cristaux suivent une évolution parfaitement intelligente. Vous le voyez dans le règne minéral, donc, et dans le règne végétal, c'est pareil. Hein. Et tout ceci se passe toujours par des schémas mathématiques que l'on retrouve dans tout l'univers, basés sur le nombre d'or, le nombre phi, hein, qui est un nombre incontournable, hein, qui est le nombre de la création. Hein, voilà. Je vous conseille d'étudier le nombre d'or et vous allez voir que la création utilise ce nombre aussi bien pour la création des galaxies que pour la création des étoiles et des planètes, puisque ce sont des sphères, que les sphères donc automatiquement contiennent le nombre pi, et que le nombre pi découle également du nombre d'or, qu'on appelle le nombre phi. Hein. Donc tout ceci est parfaitement en corrélation. Ensuite, nous-mêmes sommes basés sur le nombre d'or. Les végétaux sont complètement créés d'après le nombre d'or. Les minéraux, donc les cristaux dont je parle, sont également créés par le nombre d'or. C'est pour ça que tout est un ensemble créé sur la même base mathématique, donc la même base mathématique et comment dire, des trous de mémoire parfois c'est géométrique, voilà. La géométrie est la même partout puisque c'est le même nombre qui crée dans l'univers physique. Je parle de notre univers à nous ici-bas. Donc automatiquement tout est en relation. Les végétaux, les minéraux sont en relation avec les planètes, les étoiles et les galaxies. Et les galaxies entre elles sont également en relation. Puisque tout l'univers est basé sur le même schéma. Voilà ce que j'ai besoin de m'expliquer davantage. Et c'est là où je ne rejoins pas la science. La science considère que c'est un hasard, alors que pas du tout. Pas pour nous. Il n'y a pas de hasard. Il y a intelligence créatrice, donc conscience intelligente, donc volonté. Et on rejoint les trois aspects et la trinité de la chrétienté et de toutes les religions du monde. La volonté, qui est l'aspect du Père. L'amour, sagesse, gravité, attraction, magnétisme, qui attire à soi, donc à la volonté créatrice, va attirer par le deuxième aspect, hein, par la gravité, qui est l'aspect d'amour, sagesse, magnétisme. Donc les molécules entre elles pour s'organiser. Et le troisième aspect, donc on a le Père, le Fils, et le troisième aspect, le Saint-Esprit, la mère divine, la mère créatrice, la mère intelligente, l'aspect intelligence de la matière, qui va s'organiser, elle, de manière absolument intelligente et parfaitement organisée. Hein, on est d'accord? Nous avons les trois aspects, la Sainte Trinité est là.
Et ces trois aspects, mis ensemble, forment la manifestation de la conscience divine qui a décidé de créer. Quand une conscience divine, on appelle divine une conscience cosmique qui vient de plans cosmiques supérieurs, décide de créer dans notre monde physique, dans notre univers, dans notre cosmos, elle se matérialise et elle se manifeste sous une forme triple, la Trinité, que je viens de citer. La volonté créatrice, l'attraction gravitationnelle, l'intelligence organisatrice. Ces trois aspects forment la Trinité qu'on retrouve dans toutes les religions du monde. D'accord ? Tout est lié. Quand on oublie cette Trinité, on oublie donc la manifestation divine. On peut oublier cette Trinité, on peut faire fi de cette Trinité et dire on s'en fout, puisque nous, ce qui compte pour nous, c'est l'intelligence cosmique qui a créé au départ, ce que les musulmans appellent Allah, sans peut-être comprendre qui est Allah ou dans quel plan il habite ou qui il est. Voilà. Je pense que c'est intéressant de savoir, si on parle d'Allah et si on parle de la grande conscience cosmique qui a créé notre galaxie par exemple, il est intéressant de savoir comment elle a fait pour se manifester et comment elle a fait pour engendrer une galaxie aussi bien organisée que la nôtre, et un système solaire aussi bien organisé que le nôtre, et une planète aussi bien organisée que la nôtre. Hein. Alors, donc tout ceci nous amène à quelle conclusion? Nous amène à la conclusion que les planètes également sont des intelligences créatrices, et donc des consciences, que les étoiles sont des consciences créatrices, hein, et que donc notre planète est une conscience créatrice, d'accord? Donc que notre planète est le corps physique d'un être cosmique, alors peut-être moins important qu'un être cosmique qui crée des galaxies, ou qu'un être cosmique qui crée des soleils, des étoiles, mais c'est quand même un être cosmique, hein, qu'on appelle un logo planétaire en occultisme. C'est quand même un être intelligent, qui est plus intelligent qu'un être humain, parce qu'il est bien plus évolué qu'un être humain, mais c'est son corps de manifestation, une planète. Hein. Donc notre planète est une intelligence, est un corps intelligent, un corps physique qui obéit à une conscience plus importante. On est d'accord? Et notre planète, donc, n'est pas qu'un caillou qui tourne par hasard comme ça sur lui-même, qui contient des océans, des lacs, des nuages, un système, une atmosphère, etc., etc. C'est pas que ça. C'est un être intelligent. Voilà. Donc une planète est un être vivant, intelligent, sensible, comme nous. N'oubliez pas que Dieu a créé l'homme à son image, ça veut dire que nous sommes, comme j'ai dit tout à l'heure, créés sur la même base géométrique et mathématique que les grands ensembles cosmiques, et aussi qu'une planète. Hein. Donc ce sont les mêmes lois qui régissent aussi bien les êtres humains, hein, que les planètes. Les mêmes lois gravitationnelles. Nous avons l'aspect 1, la volonté, qui donne l'impulsion en avant, c'est-à-dire, vous savez que l'univers avance, hein, il n'est pas figé. La volonté, l'aspect 1, donne l'évolution, et l'aspect justement mise en mouvement de l'univers, des planètes. Il y a une mise en mouvement et il y a une volonté d'évolution, d'évoluer. Toutes les planètes évoluent, tous les systèmes évoluent, les soleils évoluent, tout ceci suit un plan évolutionnel, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la gravité qui attire à soi par le magnétisme, d'accord? On est d'accord? Voilà. Et il y a un troisième aspect qui est la manifestation intelligente, l'organisation des molécules de la nature, etc. Et nous-mêmes, nous sommes pareils, la planète est pareille, notre planète. Donc quand j'entends dire en ce moment qu'il y a plus d'éruptions volcaniques qu'il y a 10 ans, il y a une apparemment accélération des éruptions, les volcans seraient apparemment plus actifs en ce moment, les tremblements de terre aussi, il y en aurait plus. Et quand on attribue ça, comme j'ai entendu sur certaines chaînes d'informations, entre guillemets, dissidentes, dont je ne citerai pas le nom parce que ce sont des gens qui fustigent mon travail et qui me descendent, donc je n'ai pas envie de leur faire de la pub. Quand ils disent que c'est dû à l'arrivée de la planète X, par exemple, je ne remets pas en question. Peut-être y a-t-il une planète qui va arriver, effectivement, peut-être que Nibiru existe. En tout cas, pour l'instant, on n'en a pas trouvé trace, mais peut-être c'est possible. On sait très bien que l'orbite l'orientation de l'axe de Uranus est très certainement dérangée par une exoplanète. Bon, on verra, on en reparlera.
En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de trace d'une planète X qui approcherait la Terre et qui serait suffisamment grosse ou dont la gravité serait suffisamment puissante pour dérégler à ce point nos plaques tectoniques, créer des séismes sur Terre ou des éruptions volcaniques. Non, ça ne tient pas la route du tout. Je vous rappelle que donc la planète Terre est vivante et que si elle décide d'accroître son activité sismique ou volcanique, c'est pas du tout dû au hasard. Hein. Il y a des êtres intelligents qui s'occupent de ça sur la planète. Hein. La planète, elle est peuplée. Elle est peuplée aussi dans les plans supérieurs par des êtres qui ont la tâche de faire bouger les plaques tectoniques. Hein. Voilà. Donc oui, il y a des continents qui ont existé sur notre planète qui ont disparu, d'autres qui sont apparus, et ça va arriver encore. Cela arrivera encore, parce que la planète ne s'arrête pas à la croûte terrestre qui fait 100 km, la croûte terrestre ça fait 80 km à peu près d'épaisseur, c'est rien du tout. Hein, voilà. Et cette croûte terrestre, effectivement, elle peut jouer, elle peut descendre de plusieurs milliers de mètres, il n'y a pas de problème. Hein, c'est un être intelligent qui a envie de se gratter de temps en temps et qui a envie de changer de peau. Hein, et ça, c'est pas dû à la planète X qui débarquerait, ou à une comète, ou n'importe quoi. Hein. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, je vais revenir sur ce sujet dans une prochaine vidéo où je parlerai de la volonté d'extériorisation de la hiérarchie spirituelle de la planète, justement. Ça sera la prochaine vidéo. Celle-là a déjà dépassé les 30 minutes, donc j'espère que c'est un sujet qui vous intéresse. Voilà. Si ça vous intéresse vraiment, lisez des bouquins d'occultisme. Je vous conseille le traité sur le feu cosmique d'Alice Bailey, qui est extraordinaire, qui est un livre très difficile à lire pour les néophytes, et qui sont des livres accessibles gratuitement. Aujourd'hui, on a toute cette connaissance accessible à nous. Ah, je voulais terminer par la Terre plate, pour en finir définitivement avec cette affaire de Terre plate. Pour les gens qui disent que c'est donc un ancien membre de la NASA qui aurait donc livré cette information, sachez que ce monsieur qui s'appelle Matthew Boylan, qui dit avoir travaillé régulièrement pour la NASA en freelance sur les designs, etc. de la NASA, est un menteur, puisque c'est un homme qui travaille à Hollywood, qui a fait plusieurs films à Hollywood, et c'est un acteur. Voilà. C'est un comédien. Donc un comédien qui a été payé visiblement par la NASA pour propager sur la toile internet le buzz de la Terre plate. Matthew Boylan, B-O-Y-L-A-N. Renseignez-vous sur ce comédien qui a très bien joué son rôle, bravo à lui. C'est donc un buzz créé par la NASA et on a payé un comédien pour ça. Voilà, donc la Terre plate, on arrête d'en parler, s'il vous plaît, parce que c'est grotesque. A plus tard, merci de votre fidélité. Au revoir.